Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Talk Tabou Média, média engagé qui donne la parole à la diaspora franco-sud-asiatique. Ici on brise les silences et on aborde sans détour des sujets qui touchent à notre communauté, la santé mentale, la quête identitaire, les tabous au sein même de nos familles parfois et de nos traditions. Mais on ne s'arrête pas là, on parlera aussi de notre histoire, de notre culture et tout ce qui fait la richesse de notre héritage. Ce podcast, c'est un espace libre, bienveillant, où l'on se confie et on s'exprime sans filtre. Alors installez-vous et bienvenue dans la conversation. Je me présente, je m'appelle Maz, je suis animateur podcast pour Talk Tabou Media que j'ai rejoint en septembre dernier et je suis heureux d'accueillir aujourd'hui Mangai pour nous parler de la séparation dans la communauté sud-asiatique suite à un mariage d'amour. Bienvenue, je te laisse te présenter. Du coup, bonjour à tous, je m'appelle Mangai, Qu'est-ce que tu fais dans la vie? je suis ostéopathe et puis je fais pas mal de choses à côté. J'aime faire du sport, je me suis un peu plus ouverte à ça en ce moment, puis de la lecture. Et de quelle origine tu es plus précisément? Est-ce que tu es né en France? Dans quelle culture tu as grandi? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors du coup, je suis indienne, je viens du sud de l'Inde. Je suis née ici en France et j'ai grandi ici et j'ai baigné pas mal dans la culture indienne pendant mon enfance, voire même maintenant quoi. C'est un truc qui nous poursuit. Et enfin, chez toi, c'était comment? Vous parliez votre langue, je Oui, suppose? c'était ma langue maternelle, on parlait le tamoul. Qu'est-ce qui fait que tu avais envie aujourd'hui de prendre la parole sur le sujet? C'était pour faire connaître peut-être mon histoire et surtout peut-être qu'une personne qui semblait dans cette situation-là se lie à cette histoire. Comment en fait ton histoire commence? L'histoire de cette, enfin, ce qui va devenir ensuite une union. Quand est-ce que vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés quand je faisais mes études d'ostéo. On s'est rencontrés à ce moment-là et puis de fil en aiguille on s'est mis en couple. C'était quelqu'un avec qui je le voyais beaucoup comme un ami. Et puis bah, petit à petit, ça a viré un peu sur l'autre côté, quoi. Et encore, je pense que peut-être ça a été imposé, ou je sais pas, je saurais vraiment pas trop le dire aujourd'hui. C'est parce que c'était quelqu'un resté longtemps un ami, et ensuite, du jour au lendemain, c'était bah, si tu me veux plus dans ta vie, bah, il me faut plus. Et je pense que j'avais mes traumas passés, sûrement, hein, enfin, la peur de l'abandon, le truc fameux. J'éprouvais un manque et en fait, je suis tombée un peu dedans comme ça. Et en fait, quand est-ce que enfin, vous êtes mariés assez rapidement ou bien il y a eu toute une Non, période? alors du coup, on est resté en couple pendant à peu près 5 ans et ensuite, bah, pour passer à l'étape supérieure, hein, dans la culture indienne, tu peux pas, rester chez tes parents, tout le temps, tout le temps. Enfin, faut se marier pour te mettre ensemble avec, ton copain, quoi. Du coup, bah, on a sauté le cap parce que ça faisait 5 ans qu'on était ensemble. Et pour moi, il y avait pas intérêt d'encore une fois se cacher et dire non, on se marie pas, quoi. Est-ce que dans votre culture, la question du mariage d'amour versus le mariage arrangé se posait? Est-ce que ça a été vu comme un problème ou pas du tout? Ça a tout de Bien suite sûr, été oui. bien accueilli? Bien sûr, c'était un problème. Mais comme, on va dire, j'ai poussé un peu le bouchon un peu trop loin, c'est-à-dire j'ai annoncé que j'étais avec quelqu'un qui a mes 30 ans, enfin 30, 29 ans. Et donc les parents, ils étaient plutôt, on va dire, ok quoi, faut la marier, donc on va passer à l'étape d'après. Et par exemple, si j'avais peut-être annoncé ça quand j'avais mes 25, 23 ans, ça allait être bah non, en fait, tu te maries pas avec quelqu'un comme ça, c'est nous, on va te choisir le mari. Et en quoi, enfin, quelqu'un comme ça, parce qu'il correspondait pas à certains critères que ta famille pouvait avoir, ou c'était plus dans le sens où c'était le mariage arrangé, au sens de on préfère te mettre avec quelqu'un qu'on choisit? C'était plus ça. Quelqu'un qu'on préfère te mettre avec, enfin une personne qu'on a choisie nous, que toi tu ramènes quelqu'un quoi. Et j'imagine, vu que tu témoignes aujourd'hui, que les choses ne sont pas passées comme prévu. Quand est-ce que tu as eu des... Est-ce qu'il y avait des signaux qui te parlaient avant le mariage? Enfin, de quoi il s'agissait? Comment était votre, entre guillemets, votre union au début et comment ça c'est devenu ensuite? Bah du coup, je pense on était en couple, mais il y avait pas mal de prises de tête chaque fois. Je pense que enfin il le mettait plus en avant comme si c'était moi qui cherchais la faille, que c'était toujours moi qui cherchais le problème.
Et quelque part, à un moment donné, je pense que je ne disais plus ce que je ressentais parce que j'avais l'impression que c'était moi qui faisais les problèmes. Et c'était plus tourné comme ça. Bah, de fil en aiguille, c'est arrivé un petit peu comme mon état de survie, quoi. Où je suis restée peut-être calme sur certains moments où je devais pas être calme. Et bah, comme j'avais accepté un moment avant, bah, je pouvais pas me révolter tout de suite après derrière. Mais j'étais quelqu'un un petit peu comme ça, quoi. Où je me laissais faire. T'avais l'air d'expliquer que ça a commencé un peu avant le mariage, enfin même dès la relation. Concrètement, comment ça s'est manifesté? À quel moment t'as senti que quelque chose... est-ce que t'as senti que quelque chose n'allait pas ou c'était bien plus insidieux? Je pense que je l'ai pas senti à premier abord, quoi, vraiment pas. Pour moi, c'était normal d'être dans une relation où tu te prenais la tête et ensuite tu te remettais avec la personne et ensuite reprise de tête et tu vois. Pour moi, c'était un truc cyclique où je me sentais peut-être vivante, où j'avais l'impression d'éduquer en fait cette personne-là à dire bah en fait ça me convient pas, faut que tu me donnes ça, ça me suffit pas, tant que tu me donneras pas ça, bah je serai pas bien. Et quelque part, je sais pas si bah, ça me plaisait d'être cette personne qui sache ce que je veux, en fait. En gros, je veux pas ça, je veux que tu me donnes plus. Je veux pas ça, je veux que tu me donnes moins. Ou je veux pas que tu réagisses à cet endroit-là. Et en fait, le fait que moi, je me comprenais moins, je me disais que c'était un avantage, en fait. Parce que je sais ce que je veux. Du coup, il y avait des signaux un peu partout, mais forcément que j'avais pas vu ou que je prenais pas au sérieux, quoi. Où je me disais, bon, bah là, on va se marier et puis c'est peut-être le stress du mariage qui fait qu'il se comporte comme ça, donc c'est tout à fait normal. En fait, j'avais mis ça dans la case normale. Et ensuite, quand je commençais un petit peu à voir les failles, c'était plus parce que moi, j'étais pas du tout comme ça. Parce que je subissais également ce même stress de je vais me marier, mais je réagissais pas de la même manière, quoi. Et quelque part, je me disais, bah, en fait, moi aussi, je pourrais m'énerver. Moi aussi, je pourrais taper des poings pour dire je suis pas d'accord. Mais je le faisais pas, quoi. Du coup, si je comprends bien, t'avais une relation un peu cyclique avant le mariage où c'était on n'est plus ensemble, on est ensemble, on n'est plus Oui, ensemble, beaucoup. on est ensemble. Et au final, ce qui se passe en avançant, tu te dis que le mariage, il s'annonce un peu naturellement. En fait, Oui, cette personne, quelque part, pour toi, c'était aussi ton âme sœur. oui. Quel était le sentiment? Enfin, t'étais amoureuse de cette personne réellement ou bien pas nécessairement avec le recul, à Mm. l'instant T. Est-ce que t'avais l'impression de... Bah, en fait, je pense que c'était un attachement profond que je ressentais avec lui. C'était un peu comme une figure paternelle. Il me rappelait aussi un petit peu mon frère. Et pour moi, c'était quelqu'un de familier, en fait. Et du coup, j'avais l'impression de voir quelqu'un que je connaissais beaucoup en lui. Donc ça a permis, on va dire, de créer cet attachement et ce côté de manque quand je lui parlais pas, en fait. Parce que j'ai l'impression que lui pouvait un petit peu peut-être remplacer mon père et mon frère. C'est Ok. pas remplacer, on va pas dire ce mot, mais il me rappelait ces personnes-là. Et je me disais que si je fais ma vie, par exemple, avec cette personne, bah, c'est un truc familier, quoi. On est dans le même bain après. Peut-être maintenant, tu as plus de recul. Est-ce que tu penses que tu avais des sentiments pour cette personne réellement ou... Moi, j'avais des sentiments, ouais. Ouais, j'avais des sentiments, et puis peut-être pas plus que lui. En gros, lui, il me faisait croire, je pense, qu'il m'aimait beaucoup plus que moi, je l'aimais. Et quelque part, j'appréciais ça. C'est un peu comme dans les films, quoi. Ouais. Donc tu te dis, bah, si la personne en face de toi t'aime plus, bah, c'est le jackpot. Et dans quelle mesure, en pratique, de manière peut-être même anecdotique, t'as senti avant le mariage que quelque chose n'allait pas? Dans quel sens? C'était sa manière de s'énerver ou d'exprimer sa colère et de justifier ça comme étant de très normal. Et c'est là que je me disais, attends, il y a un truc qui cloche là, tu t'énerves à ce point-là et ensuite tu dis que c'est normal et en plus tu arrives à mettre la faute sur les autres personnes alors que tu es fautif en fait dans l'histoire. Et c'est un peu ça qui me faisait voir que c'était un peu bizarre. C'était louche quoi. En fait, ces colères, elles se manifestaient comment, par exemple? C'était verbal. C'était toujours verbal. C'était ah je suis pas d'accord. Ton père il a dit ça par rapport à l'organisation. Moi je suis pas d'accord. Nous du côté du mec, c'est nous qui prenons les décisions. Toi tu fais partie de la maison de la fille, donc vous normalement vous écoutez ce que nous on impose et vous devez accepter tout ce qu'on vous dit en fait. Et quelque part, pour moi, je me disais en fait, non, peut-être pas. On vit plus dans cette époque-là, parce qu'à l'époque, on va dire, si c'était ça le cas, je pense que les mariages, il me semble que c'était financé soit que par la maison du gars, mais en fait, là aujourd'hui, on fait du 50-50 pratiquement.
Il y a quelques coutumes, il y a des petites fêtes qui sont faites par la maison de la fille, de la future mariée, mais le plus gros lot, on va dire, c'était le mari qui faisait ça, quoi. Parce que c'était chez lui, ou bref. Et donc il y avait des choses qui étaient respectées quand ça arrangeait dans la tradition, et des choses qui n'étaient forcément pas respectées, quoi. Et quelque part, quand c'était de son côté qui devait marcher, pour moi, j'avais l'impression qu'en fait, il avait peut-être raison. Genre, aujourd'hui, je me dis, mais peut-être je suis bête, en fait. Non, j'aurais dû soutenir ma famille. Mais il le faisait tellement bien tourner. Et puis, nous, quand on est enfant, on regarde tellement des films indiens. On se dit, c'est ça la normalité, en fait. C'est la maison du gars qui impose ses lois. C'est ce qu'on a vu dans tous les films tamouls. Donc, c'est normal que lui se comporte comme ça. Mais en fait, non, pas du tout. Parce qu'on on en discutait tout à l'heure, mais et voilà, enfin, comment tu dirais que culturellement les femmes sont préparées à ça? Bah, je pense que depuis petite, comme on voit des films tamouls ou des films asiatiques, les femmes, elles sont un peu des objets où bah, elles sont posées là et elles doivent subir les choses, que ce soit la colère du mari, la colère de la belle-mère, du beau-père, et t'es vouée à être une femme au foyer et à accepter tout ce qui se passe. Et comme aujourd'hui on change un petit peu et que la femme elle va au travail, elle fait des choses, oui, bah elle va au travail, elle rentre à la maison et c'est rebelote, c'est la même chose, c'est tu subis la même chose. Tu subis la pression du mari, de la belle-mère, du papa, enfin, de tout le monde, quoi. Et ça, c'est complètement normal. Et le fait d'avoir vu pas mal de films qui relayaient ça, à un moment, tu te dis, bah, ton cerveau, il a grandi dedans, quoi. Il se dit, bah, ouais, c'est ça la normalité. Mais en fait, le cerveau, des fois, il veut pas accepter ça. Il se dit, mais en fait, non, j'ai peut-être besoin d'un petit luxe, mais qui n'est pas du tout un luxe, qui est la normalité. Parce que tu vois aussi peut-être des séries ou des films français. Enfin, heureusement. Donc tu dis, bah, attends, c'est pas un peu plus mieux ça comme ça, quand la femme, elle est respectée à sa juste valeur, elle fait des choses et puis les tâches sont partagées et que le mari fasse des choses aussi à la maison et que c'est pas, on va dire, vu comme quelque chose de très grandiose en fait. Quand un homme balaye ou quand un homme il fait la cuisine, c'est limite un peu un fantasme d'une femme aujourd'hui de mettre ça dans les critères. De dire, moi, je veux un mari qui cuisine, qui fasse le ménage. Alors que ça devrait être normal. Un homme devrait savoir cuisiner. Tout homme, avec un grand H, du coup, femme, homme compris, devrait savoir se nourrir. Avant, quand j'étais petite, j'avais vu une image qui m'avait pas mal marqué. C'était un truc qui est écrit en anglais. Mince, j'ai pas une bonne mémoire. Ça disait, en gros, ça disait que les couteaux sont dans la cuisine et la nourriture est aussi dans la cuisine. Peut-être que c'est un truc violent ou pas, mais en tout cas, moi, je l'avais compris différemment. En gros, la nourriture est dans la cuisine, mais va chercher, en fait, si tu veux manger. Si t'as soif, tu vas chercher. C'est pas histoire que c'est ta femme qui te fait à manger, ou c'est pas une femme qui doit te faire à manger et te ramener ça sur une assiette. C'est complètement débile. Je sais que, par exemple, avec mon ex, je devais lui mettre à manger dans une assiette. Il faisait pas ça tout seul, quoi. C'est quelque chose pour lui, pour sa mère, qui était complètement normal de lui servir à manger sur une assiette. Et en plus, il pouvait te faire des remarques de « Ah, mais je mange pas autant de riz, tu devrais faire attention, tu sais que je mange pas autant de trucs. » Bah, si ça te gêne, viens faire ton assiette toi-même, en fait. Déjà, je te le fais, tu devrais me remercier. Et en plus, là, tu me fais des remarques, donc va te faire ton assiette toi-même. Mais ça, pareil, c'est des choses, on va dire, assez normales pour lui, parce qu'il a baigné dedans, parce qu'il a toujours eu ce traitement-là au sein de sa famille. Donc c'était normal de servir quelqu'un, alors que moi, j'ai jamais fait ça chez moi, quoi. Mais c'est drôle qu'en plus tu dises que comment la socialisation a contribué à ça, parce que maintenant que je repense, en fait, ça fait beaucoup penser en Inde aux séries qu'on dit Sas Bahu, où en fait c'est perpétuellement une histoire entre la belle-mère et la belle-fille. Et mais vraiment toute l'intrigue et tous les épisodes tournent autour de ça. Mais c'est vrai que ça doit être terrible parce que maintenant, en fait là, tout me fait penser à ça. Où on a aussi un fils systématiquement dans ses plots où il va être en fait très limite fermé à l'amour, qui va pas montrer ses sentiments, et c'est la normal. femme elle va aller gagner son cœur en se donnant corps et âme, ouais. Et on a une belle-mère qui juste elle te met des bâtons dans les roues. Ouais, c'est ça, déjà qu'il est compliqué ton gosse. mais c'est ça, déjà que bon, je faisais ma bonne action de ma vie en éduquant autrui. Mais c'est vrai que maintenant ça me fait beaucoup penser à ça. Et c'est vrai que quand on grandit avec ça, mais qu'est-ce que ça peut renvoyer?
Quand on grandit avec ça, tu te dis c'est normal. Et c'est ça le truc le plus absurde aujourd'hui où je me vois avec du recul et je me dis mais comment t'as pu te mettre dedans et comment t'as pu accepter de jouer ce rôle de bonne fille qui veut gagner l'amour de cette personne-là, qui veut gagner l'amour de sa belle-mère, de son beau-père, de toute cette famille, alors que de l'autre côté, ce mec-là ne faisait pas grand-chose pour être aimé de mon côté à moi, quoi. En fait, il faisait tout pour être le plus odieux possible. Et moi, de l'autre côté, en fait, pendant ce temps-là, je faisais vraiment toutes mes preuves, quoi, pour être une belle fille exemplaire, une femme exemplaire, une tata exemplaire, parce qu'il avait des neveux et des nièces qui m'adoraient. Enfin, il y a eu beaucoup de choses, en fait, comme ça, où j'essayais de m'émanciper, en fait, chez lui. Mais contrairement à lui, où, en fait, non. C'était pas ça, au retour. Tu disais qu'avant le mariage, il y avait, surtout de la partie préparation, il y avait un peu une période de crise. Est-ce que dans cette période, il y a eu des instants où en fait, tu as pensé que il valait mieux annuler? Oui, il y avait un incident où, pour moi, c'était clair et net que je voulais vraiment arrêter le mariage. C'était pendant l'histoire de l'impression des invitations où il y a eu un gros problème où fallait pas mettre les prénoms des frères et sœurs devant ou derrière et du coup, il voulait faire une invitation commune. Mon père, de son côté, en fait, chez nous, on imprime les invitations différemment. Et lui, de son côté, ils font ça différemment. Et comme c'était le côté mec qui primait un petit peu, bah, il voulait faire juste une invitation commune et il voulait qu'on respecte tous ses critères à lui, en fait. Et pour mon père, c'était pas du tout ça, c'était... En fait, non, nous, si toi tu veux pas faire ça, bah nous, on peut aussi bien imprimer notre version à nous et on fait ça. Et pendant cette discussion-là, il y a eu pas mal de problèmes qui ont découlé et qu'on fait que, bah, il s'est énervé contre ma mère. Bah, il s'était emporté au courant d'une discussion. Et en plus, après ça, il a mis la faute sur moi en disant que je t'ai défendu, en fait. Genre, merci mec de m'avoir défendu auprès de ma mère, parce que, bah, en fait, c'était l'histoire, en gros, mon père voulait mettre les prénoms de mes frères et sœurs devant. En gros, c'est un signe d'invitation, quoi. Le mariage se tiendra tel jour, vous êtes invités de la part de la famille, des frères et sœurs. Et en fait, eux, de leur côté à eux, ils font les prénoms des frères et sœurs et de toute la famille à la dernière page. Et chez moi, c'est pas comme ça. Donc il y avait des problèmes autour de ça qui tournaient et bon, ça a éclaté. Parce que moi je suggérais des choses à ma mère, puis à mon père, et en fait ça passait ou ça passait pas, mais c'est des choses qui restaient, on va dire, dans notre cercle à nous. Mais moi l'erreur que je faisais tout le temps, c'était je le prenais comme quelqu'un de qui faisait partie de moi en fait, et je lui disais tout, mais tout et n'importe quoi, de toute ma famille. Du coup, pour lui, il savait tout de ce qui se passait de A à Z chez moi. Et du coup, il se permettait de faire n'importe quoi. C'est-à-dire, il pouvait avoir des remarques désobligeantes envers ma mère ou mon père en disant je connais l'histoire en fait. Tu vois? Et je sais que maintenant, avec du recul, je me dis mais il y a des choses que j'aurais dû garder pour moi en fait. C'était cette confiance aveugle que j'avais un petit peu en lui, où je donnais un petit peu tout, qui fait que il prenait tout à son escient et pour lui c'était normal de me faire subir ce genre de choses et surtout derrière de me dire c'est pour toi que j'ai fait ça en fait, c'est pour qu'on avance dans le mariage. Mais en fait si on voulait avancer dans ce mariage, on aurait pu faire juste 2 invitations. Oui. Tu vois? Après le mariage, comment ça s'est passé? Enfin, t'as directement allé chez ta belle famille? Enfin, Du qu'est-ce coup, qui t'a culturellement admis, entre guillemets, ça devait se faire comment? la culture veut que tu vas directement chez la belle famille. Tu vois, c'est pas du tout le mari qui vient chez ses beaux-parents, c'est la femme qui prend ses valises et qui part chez le mari. Donc pareil, dans les films, ça a toujours été comme ça. Donc toi, quand tu grandis et que tu vois ce genre de choses, tu te dis ah c'est ça la normalité, donc je prends mes valises et tout et je vais chez mon gars. Donc ça s'est fait comme ça naturellement quoi. Donc je vais chez lui, chez ses parents. Et vous aviez une chambre à vous ou c'était assez grand, Non, c'était petit, et puis on avait une chambre à nous. Et l'idée, c'était qu'on restait là-bas 1 an et qu'on prenait un appart et qu'on parte quoi après. Après, derrière, j'ai compris qu'en fait, c'était pas du tout son idée à lui. Ok, ça s'éternisait un peu cette Ça situation? s'éternisait, et puis j'ai l'impression qu'il voulait pas sortir de son cocon familial et qu'on allait rester comme ça à vie. Et pour moi, c'était pas du tout le train de vie que je m'imaginais prendre quoi. C'est très bien, t'as une famille, j'en ai aussi une, donc on devrait un petit peu prendre nos ailes aussi, enfin de partir un petit peu. Mais ça ne se faisait pas. En gros, ça s'éternisait et puis il y avait toujours des problèmes et tout qui s'accumulaient. Et au bout d'un moment, tu disais, mais même tout seul avec lui, est-ce que je vais vraiment survivre? Est-ce que je vais vraiment avoir ce que je veux en fait en tant que femme?
Donc c'est de là que je commençais à avoir un petit peu des réflexions de ça me plaît pas en fait tant que ça. Et à ce moment-là, en fait, tu cumules et l'emploi et tu t'occupes de ta famille Oui. et tu arrives à tout gérer ou est-ce que la situation... J'étais entreprise de partout, quoi. J'ai l'impression que j'avais 10 bras, en fait. Et pour moi, je me sentais peut-être vivante dans cette relation, c'est parce que j'avais beaucoup de choses à faire. Et que ce soit chez lui, ou que ce soit au cabinet, ou que ce soit chez moi, chez mes parents, parce que j'avais une mère qui était pas très en bonne santé. Du coup, je devais m'occuper d'elle aussi. Donc c'était assez compliqué, je tournais en fait. C'était en gros le matin je me réveillais, je faisais pas mal de choses avant de partir de chez lui, que ce soit en termes de cuisine ou de ménage, j'essayais de faire un petit peu un max quoi. Parce que tu sais que tu vis dans cette maison, tu vas pas rester comme ça à tourner les pouces. Du coup je faisais ça quand je pouvais et j'allais au cave et entre-temps si j'avais des temps de pause ou des moments libres, bah je rendais visite à mes parents. Et entre-temps, j'avais des consultes le soir, par exemple. Donc, j'enchaînais avec mes consultations le soir et ensuite, je rentrais à la maison. Bien sûr, je restais pas toute seule non plus à ce moment-là. Donc, j'aidais à faire des choses. Enfin, je faisais des choses, quoi. En fait, sur cette période-là, j'imagine qu'en réalité, on est quand même un peu plus faible. Est-ce que c'est de là que découlait une certaine violence psychologique? En fait, c'est à partir de là où c'était toujours un peu présent, en fait, au Ouais, final. c'était à ce moment-là, mais moi, je ne sentais pas du tout venir ce truc-là. Pour moi, c'était un peu... En gros, ça arrivait par petites doses. Du coup, tu te disais, ah, mais c'est peut-être normal ou... C'était pas aussi alarmant, en fait. En gros, il m'a pas déversé ça tout d'un coup de fais pas ci, fais pas ça me plaît pas ou ça plaît pas à ma mère. Ça arrivait, mais vraiment progressivement. Et donc, tu voyais pas, en fait, le côté violent dedans. Mais c'est une fois où tu as reçu pas mal de petites choses et que ça s'accumule et ça s'accumule et tu te dis, c'est un peu bizarre, là, en fait. Comment ça se fait que j'ai pas les droits de voir ma mère? Comment ça se fait que... Enfin, faire des simples petites choses comme ça, quoi. Où je dois demander peut-être la permission, que ce soit à lui ou que ce soit à ses parents. C'est des choses que je déteste faire, déjà rien que chez moi. Et là, c'était aussi nouveau, quoi. Je devais me justifier ou je devais demander la permission pour faire des choses, sachant que, même si on me disait non, je le faisais derrière. Pour moi, c'était important pour moi de faire ces choses-là. Donc, je trouvais un moyen de m'émanciper, en fait, de cette situation-là, de comme je pouvais le faire. Parce que là, enfin, tu dis que tu trouvais des stratagèmes justement pour pouvoir faire ce que tu voulais faire. C'était notamment, par exemple, voir tes proches. Oui. Donc, par exemple, je suis sortie peut-être 2 fois pour aller voir mes copines quand j'étais chez lui sur ces 6 mois. Okay. Et même ça, c'était très mal vu parce que je rentrais tard. Il y a un jour où j'ai dû prendre le dernier train, j'ai fait le tour du monde pour rentrer à la maison, je rentrais je crois à minuit. Donc c'était très mauvais. Enfin, sachant que lui, je lui envoyais des messages à toutes les secondes, quoi. Je viens de prendre ce train, je viens de faire ci, ou j'ai pas de train, je suis là. Tu vois, peut-être la solution la plus saine, ça aurait été, t'es où, je viens te chercher, en fait. Tu Oui, vois? oui, T'as si plus de c'était train? problématique en soi. T'as plus de train, ma chérie? Je viens te chercher, y a aucun problème. En fait, non, c'était pas ça. Tu vois? Il savait que j'étais en train de faire tout le tour du monde pour rentrer, mais c'était complètement normal, quoi. Où je devais faire ça et me justifier, et ensuite le lendemain, de faire plus d'efforts pour camoufler ce que j'ai fait. Sauf que c'était pas mauvais ce que j'ai fait. Tu vois? Donc je devais peut-être me lever tôt, je devais peut-être faire un truc, ou je devais faire la prière, préparer à faire des choses. Et en fait, c'était plus comme ça. Où tu voulais toujours, on va dire, peut-être camoufler tes erreurs, sauf que c'était pas vraiment des erreurs. Et le jour où j'ai compris qu'en fait, non, je suis pas en train de faire des erreurs ou des conneries, c'est de là où j'ai commencé à avoir peut-être une réflexion de, en fait, non, tu devrais peut-être, revoir tout ça. C'est quelque chose de bien que t'es en train de faire. C'est pas, faut pas s'en vouloir, quoi, de faire ce genre de choses. Parce que c'est curieux parce qu'en fait tu nous le dis que voilà dans tes prochaines relations ça sera un critère. Est-ce que tu penses que dans les communautés sud-asiatiques en réalité on prépare pas les jeunes filles à recevoir de l'attention, à avoir ça comme un critère? Ouais, on prépare pas du tout la jeune femme à ça. Enfin, on la prépare, mais différemment. C'est quand tu vas chez la belle famille, faut pas que demain on nous réprimande en disant que t'es une mauvaise fille. Une mauvaise fille, c'est quoi? C'est une fille qui ne cuisine pas, une fille qui ne se lève pas tôt le matin, une fille qui ne fait pas le ménage, une fille qui n'aide pas sa belle-mère. Tu vois, tout ça. En fait, tout ça, c'est des critères pour être une fille bien vue au sein de la belle famille. Mais on n'éduque jamais la fille à lui dire faut que tu te sentes valorisée, faut que tu te sentes aimée, faut que tu te sentes, on va dire, importante pour quelqu'un. Et ça,
Que ce soit même dans les films ou même au sein de la famille, personne te dit ça en fait. Jusqu'au jour où bah on te tape des mains pour et que tu comprends en fait, c'est ça ce qu'il te faut. Et que tu comprennes en fait ce qu'il te faut vraiment dans une relation. Moi aujourd'hui quand je sors de cette relation-là, je me dis mais moi il me faut de l'attention, il me faut de l'amour, il me faut des moments de qualité, il me faut beaucoup de services rendus. Je pense que c'est méga important en fait. Tu vois, ce genre de choses qui t'interpellent en fait dans une relation amoureuse où tu te dis mais il y a beaucoup de choses comme ça en fait où t'attends d'avoir ça. C'est pas que tu n'es pas complète. Bien sûr qu'aujourd'hui je me sens très heureuse, je me sens complète. Mais si quelqu'un veut m'avoir dans sa vie, je sais qu'il va devoir me donner plus que de ce que j'ai déjà en fait. Je sais que je m'aime, je sais que je suis très très bien. Et de l'autre côté, bah si la relation doit fonctionner, il me faut ça, ça, ça et ça. S'il n'y a pas ça, bah en fait, au revoir dès le début. Et c'est des choses que par exemple j'ai pas fait avec mon ex. Il y avait des lacunes, il y avait des choses, mais je me disais ça va marcher ou ça va marcher. Ou comme bah on se prenait la tête tout le temps sur pas mal de choses, bah je lui disais écoute, en fait c'est simple. Moi je suis la femme. Si j'ai pas ça, je ne serai pas heureuse. Et je suis peut-être égoïste quand je vais te dire ça. Si moi je suis pas heureuse, tu ne seras pas heureux dans cette relation. Donc vaut mieux que tu me donnes ce que je veux pour que tu aies tu as ce que toi tu veux en fait vraiment. Et sinon on pourra jamais rouler. Et ça je lui ai déjà fait 10 fois en fait ce schéma-là en lui disant bah il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça. Sachant que j'étais pas du tout compliquée, où je lui donnais mon mode d'emploi ouvert, quoi. Tu vois, dans un bouquin, je pouvais même lui écrire. Alors, tel jour, ce matin-là, faut que tu me dises ça, faut que tu me fasses ça, tu vois. La notice d'un meuble Ikea, quoi. C'était très simple. Ouais, exactement. Et je pense que c'est pas, quelque part, je me dis, c'est pas toutes les femmes, en fait, qui font ça de simple. En fait, on va pas te simplifier le truc. Et surtout quand tu vois les films tamoul ou les films sud-asiatiques, tu te dis la femme elle a son caractère. Où tu vois, elle montre pas ce qu'elle veut, et puis d'un coup le mec, dans l'espace de 3 heures, bien sûr qu'il peut faire ça. Mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Il faut peut-être mettre des mots sur ce que tu veux, ce que tu ressens, et à partir de là, oui, on va te donner ça. Donc pour moi, en fait, ça c'était une clé déjà, où je me disais, dès que je sais que je veux ça, alors je vais lui dire, je veux ça. Et en fait, même en faisant ça, il était pas capable de me donner ce que je voulais. Est-ce que tes proches ont eu l'impression que tu étais en train de te perdre? Est-ce qu'ils ont vu certains signaux? Est-ce qu'autour de toi, il y a des personnes qui s'alertaient et qui disaient on te reconnaît pas, par exemple, parce que est-ce que même, enfin, première question en vrai, mais est-ce que tu t'es épuisé? T'as eu l'impression de t'épuiser? En fait, j'ai eu l'impression de m'épuiser petit à petit. Vraiment à petit feu, j'étais en train de me consumer, quoi. Et la famille me disait pas qu'on me reconnaissait pas, mais ils me l'ont peut-être dit plus tard, quand je suis sortie de cette relation. En fait, quand j'étais dedans, eux-mêmes, ils pensaient que j'étais très bien. Du coup, ils voulaient pas peut-être briser ce rêve de ce que j'avais peut-être pu un petit peu construire. Et du coup, on me le disait pas tant que ça. Mais en sortant de cette relation, là, quand je vois mes copines ou même ma famille, on me dit, mais t'es vivante en fait, tu parles toi. Ah bon, je parlais pas? Bah ouais, tu parlais pas, tu donnais pas ton avis, t'étais stone, enfin t'étais pas là quoi. Quelque part, je me dis, je sais que je les aurais pas écoutés en fait. Parce que là, je vais dire, oui, j'aurais bien voulu qu'on me dise, ouais, tu vois. Tu sais, il te va pas, faut que tu sortes de cette relation. Enfin, tu vois, d'avoir quelqu'un qui te dit, mais sors en fait, tu vois. Mais je l'aurais vraiment pas fait, je pense. Je pense que tant que la décision ne vient pas de toi, tu vas pas écouter quelqu'un bêtement pour te dire, ah, mais il m'a dit ça, donc je vais l'écouter et je vais voir si ça fonctionne ou pas. En fait, non. Je sais que j'avais mis peut-être du temps à construire cette relation, et pour moi, c'était quand même important d'essayer. Et du coup, je mettais un petit peu tout, corps et âme, pour pouvoir avancer dans cette relation. Et sinon, petit à petit, avec lui, je me sentais vraiment épuisée, parce que je pouvais plus faire ce que je voulais. J'étais plus du tout animée, dans le sens où déjà, je pouvais pas faire ce que je voulais, j'étais pas aimée. Enfin, je ressentais pas l'amour que je voulais. Peut-être que lui, il m'a aimée de sa façon à lui, mais c'est pas ce qu'il me fallait, quoi, quelque part. Et j'avais aussi cette pression de vivre chez lui avec ses parents entourés de tout ça. Ça me permettait pas, on va dire, de même limite respirer. Je me sentais tout le temps anxieuse. Quand je chantais que je devais rentrer chez lui après le travail, j'étais pas bien. J'avais une boule au ventre. Et c'est des petits signes comme ça que je me disais, bon, peut-être que ça va être passager, peut-être que c'est juste là. Faut peut-être que j'emménage avec lui, tout seul.
Enfin, en gros, j'avais pas mal de questionnements, des choses comme ça, qui me trottaient dans la tête. Et il est arrivé un jour où c'était un petit peu la goutte de trop. Où tu te dis, merde, en fait, tu vois, stop à ça. Donc à partir de là, petit à petit, j'ai pu prendre ma décision de, en fait, non, je suis vraiment pas faite pour cette relation-là. Et même si je quitte cette maison, même si, tu sais, dans la société indienne, c'est mal vu, on va dire, de quitter son mari, parce que tu dois tout faire pour rester dans cette relation. Encore plus quand c'est un mariage d'amour, parce que bah tu connais cette personne. En fait, tu savais très bien qu'elle était comme ça. Et pourquoi tu veux sortir de cette relation maintenant? Tu vois, c'est la question qu'on me posait beaucoup aussi. C'est Tu vois, carrément vrai, mais tu l'as choisi en plus, tu voilà. nous as pris la tête pour le choisir, alors pourquoi ça Oui, ne va pas? oui. C'est vrai qu'il y a ce truc, je pense que ça doit être terrible quand même comme Mm. sentiment où tout le monde va faire ressentir, non mais toi t'as d'autant moins le droit de te plaindre. Donc reste chez lui, même si ça va pas, reste chez lui. Non, en fait, franchement, mes parents, ils étaient super méga compréhensifs par rapport à ça. J'ai jamais eu ce retournement de situation où on m'a dit, c'est toi qui t'as cherché cette merde. Genre, assume, tu vois. On m'a jamais dit ça et limite, je suis très très heureuse aujourd'hui qu'on m'ait pas dit ça. Et limite, peut-être quand je suis rentrée chez moi, j'avais cette culpabilité où personne me disait ça, en fait. Carrément, Tu je dirais vois? ça. Ouais. Je voyais que mon père était, enfin, il était aux petits soins. Il me faisait à manger. J'étais devant la télé ou, tu vois, il me laissait pas du tout aller en cuisine. C'était lui qui faisait tout. Bah, comme je t'ai dit, ma mère a été malade, donc c'est pas elle qui faisait ça. Mais elle était quand même là. En fait, je pense que pendant cette phase de rupture, ma mère a été quand même assez animée. Tu vois, pour peut-être qu'elle se disait, faut peut-être que ma fille elle sorte d'ici, ça va pas, ou elle est pas dans une bonne situation. Peut-être qu'elle se voyait vivre ce que moi je vivais en fait dans cette situation. Et elle voulait pas que l'histoire se répète quelque part. Bien sûr. Donc elle était plutôt bien. Et quand je suis rentrée à la maison, bah, on va dire que j'étais pas bien dans les premières semaines, quoi. J'étais sans vie. Quand j'y pense, je me dis, waouh, j'ai pu peut-être traverser ça là maintenant aisément, mais c'était pas facile, on va dire, les premiers jours où tu te mets beaucoup en question. Tu te dis, mais comment t'as pu laisser passer autant de choses? En fait, le mec, il t'a piétiné, quoi. Il t'a Parce piétiné, que en toi. fait, un matin, il y a eu quelque chose qui fait que ça, c'était la goutte de trop, et puis t'as pris tes affaires et t'es parti. Ça s'est fait comme ça, ou alors c'était plus Ça long dans le s'est pas process. fait comme ça, c'était assez long. Ok. Après, courant février ou janvier, je sentais que ça n'allait vraiment pas, quoi. Et je savais que je pouvais pas rester là-bas longtemps. Et je lui faisais des signes. Je disais, écoute, ça va pas. Si ce mariage était à refaire, je le referais pas. Enfin, tu ne m'attires pas. Tu vois, des choses comme ça, Plutôt explicite en vrai. explicites. Ouais. Où je disais, mais en fait, entre nous, c'est un peu mort, quoi. Faut que tu te réveilles ou c'est mort, quoi. Et quelque part, C'était quoi la réaction face à ça, sa réaction quand il t'entendait? Est-ce que pour lui c'était bon en soi, elle est acquise, elle dit ça comme ça, ou alors ça l'a alerté? bah non, en fait, il réagissait pas. Ou limite, il faisait retourner la situation sur moi en disant que c'était moi qui en demandais peut-être trop. Ou il me disait, bah, c'est toi qui devrais me donner de l'amour ici, c'est moi qui reçois rien. Sachant que j'étais chez lui, enfin, j'étais là-bas pour lui, je faisais tellement de choses pour lui, et que j'ai accepté de faire tout ça, en fait, pour lui, pour cette relation, qui devrait peut-être être reconnaissant déjà de ça, tu vois. Où je pouvais me lever le matin pendant que lui il était en train de poireauter au lit, où j'allais aider sa mère pour faire la cuisine ou la prière. Enfin, je faisais des choses. Un truc tout bête, par exemple, sa mère, elle voulait que je prie avec elle, tel jour et tel jour, les jours sacrés. Donc, je dis, ouais, ok, je peux faire ça, y a aucun souci. Par contre, moi, je le fais pas solo. Genre, si moi je subis ça, tu subis ça aussi. Tu vois? En gros, c'est pas une histoire parce que nous, dans la culture indienne, on te dit c'est la femme qui prie pour tout le monde, c'est la femme qui fait ci, qui fait ça. L'homme, tu vois, il vient, il ramène l'argent, il est sur son canapé, il demande son thé, on lui sert son petit thé. Puis toi, pendant tout ce temps-là, en fait, tu fais tout, tu fais la cuisine, tu fais le ménage, tu fais les prières et en Oui. plus, tu pries pour lui. Tu Bon vois? bah on a même le devoir spirituel qui vient cumuler tout le reste. Exactement, tu vois. Donc tu devais faire ça et je devais aussi me doucher. En gros, avant de faire la prière, par exemple. Donc tous les mardis et les vendredis, c'était catégorique que je fasse mon shampoing, que je fasse ça. Et même si je disais que je commençais très tôt le travail, c'est pas grave, tu fais ton shampoing avant de partir. Donc moi, ça m'arrivait même de me lever à 6 heures du mat, faire mon shampoing, me sécher les cheveux, faire la prière et ensuite partir au travail. Passé quelques temps, je me disais, mais attends, pendant que lui il dort,
Non. Donc, je disais à mon ex, ouais, mais en fait, faudrait que tu te lèves. Si toi, tu te lèves pas pour faire la prière, je ne ferai pas la prière. Donc maintenant, tu sais que si je vais la faire ou pas. Donc en fait, lui, volontairement, il se levait pas. Donc il savait que moi, j'allais pas faire la prière. Et donc ça, c'était aussi un moyen pour sa maman de me réprimander derrière. Ouais, mais elle prie pas, elle fait pas ci, elle fait pas ça. Et moi, pour moi, en fait, si tu m'aimes, normalement, tu devrais te lever avec moi, tu devrais faire ça. C'est pas simple, en fait. Enfin, c'est pas compliqué, je veux dire. Tu as juste à venir prier 2 petites secondes et ensuite tu vas te recoucher si tu veux. Mais en fait, il le faisait pas. Et même ça, en fait, quelque part, tu te dis, mais pourquoi, en fait, tu fais pas ça? Tu vois, c'est pas une honte d'aller prier. On est d'accord. Encore, tu me dis, oui, ma mère, si elle me voit dans la cuisine là comme ça un jour parce que t'es là, c'est compliqué parce que j'ai jamais fait ça pour elle. Ok. Même si c'est pas normal, ok, je peux peut-être comprendre ça. Par contre, le côté spirituel, je pense que tous les hommes prient. C'est pas quelque chose de tabou. Il y a que les femmes qui font ça, en fait. Et quand il le faisait pas, pour moi, je me disais, mais en fait, c'est pas une question de, je sais pas, d'envie ou de quoi. Enfin, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui l'animait pour ça, sachant que, s'il le faisait pas, moi, j'étais un petit peu tapé sur les doigts après derrière, que je ne faisais pas ça. Donc, si pour toi c'était ok que je me fasse, on va dire, tout ce cercle derrière parce que ça va pas plaire à ta maman, et puis, en gros, tout le monde va me dire, oui, mais cette fille, elle prie pas, en fait. Tu vois, en gros, c'était un peu à cause de lui aussi. Et c'est curieux parce que j'ai l'impression quand même dans tout ton propos, t'as toujours eu quand même cette lucidité en fait au final. T'as accepté beaucoup de choses et tu disais, bon, je pense que le phénomène d'emprise fait qu'on s'y perd et que la personnalité se dissout et que c'est très insidieux. Mais j'ai l'impression que dans ton fort intérieur, il y avait quand même ce petit truc, cette alerte quand même, qui te disait, bon, le corps parle, du coup il y avait l'anxiété, l'humeur, le fait de perdre son élan. Et j'avais une éruption de cheveux blancs aussi, c'était incroyable. Ah oui, carrément. Mais ouais. Mais c'était incroyable, vraiment. En gros, sur la période de septembre à du coup février, enfin, tu pouvais me voir, mais j'avais l'impression d'être une vieille. Bon, c'est pas grave, à 30 ans d'avoir des cheveux blancs, mais j'en avais énormément, quoi. Oui, non, mais c'est curieux, surtout que ça vienne sur l'espace de 6 mois. Enfin, ça Exactement. Avant, j'en avais. Je vais pas dire que j'avais les cheveux tout noirs toujours. J'avais des cheveux blancs et tout, mais là, sur l'espace de septembre à février, là, c'était énorme. C'était vraiment énorme. Du coup, à quel point, on va dire, le corps, il parle pour toi, en fait. Et ça, je me dis, waouh, c'est choquant. Et c'est des choses que j'avais pas vu arriver, où tu disais, bon, je me sentais pas non plus anxieuse, ou je me sentais pas triste, en fait, tu vois. Oui. C'est peut-être des choses vraiment intérieurement qui se sont passées. Je pense que tu avais aussi une capacité de résilience qui faisait que tu acceptais ta... J'avais énormément cette capacité de résilience, ouais. En gros, j'accumulais beaucoup de choses jusqu'au jour où je peux plus et je pète. En fait, je suis vraiment quelqu'un comme ça, où tu peux me dire ce que tu veux, j'accumule. Le jour où je pète, ça va pas trop, quoi. Oui, il n'y a pas de retour en arrière possible, ouais, quoi. C'est ça. Et par exemple, même en parlant de ça, avec du coup mon ex, pouvait se passer des épisodes où je pouvais me mutiler. Par exemple, quand je lui parlais que ça n'allait pas et que la conversation n'allait... Enfin, en gros, c'est comme il te faisait retourner la situation en te disant c'est toi la folle. Et je sais pas, il se passait des choses dans ma tête et je devenais violente. Ou je pouvais me taper, je pouvais me griffer juste pour ne plus l'entendre, en fait. Et quelque part, quand tu sors de la relation, on te dit, mais quoi, tu faisais ça? Ouais, je faisais ça. En fait, non, tu t'énerves pas à ce point-là, en fait, au point de te faire du mal à toi-même. Et quelque part, ça, c'est quelque chose de physique que je faisais. Et puis aussi, le corps aussi pouvait parler, tu sais, le côté de l'anxiété, machin, tout ça. Et il y a eu tout ce côté-là, d'alarmant, en fait, quelque part. Si t'avais des gyrophares un peu partout, à droite, à gauche, en bas, sous le pied, t'en avais partout, quoi. Et c'est des trucs qui disaient, mais fais attention, meuf, ça va pas. Faut que tu prennes soin de soi, là, de toi, là, maintenant. Ou faut que tu sortes de ce truc-là tout de suite, en fait. Et c'était vraiment des petites choses comme ça. Et je me dis, heureusement que j'avais peut-être ce petit côté de lucidité où tu disais, mais ok, j'accepte, mais c'est pas normal, en fait. Tu vois, j'ai déjà vu ça, je sais que c'est pas normal, mais je vais quand même accepter. C'était par rapport à la neuropsie, là où je t'en parlais un petit peu, c'est que le cerveau, il se crée entre les 0 et les 8 ans. Et quand tu vois que des choses un petit peu mauvaises, ton cerveau, il pense que c'est ça la normalité, et quelque part, tu vas chercher ça dans tes relations pour te sentir vivante, et même pour peut-être te dire que c'est une bonne relation, t'es dans la bonne voie.
Sauf que non, quelque part, non, quand t'as vu que des traumas, que des choses mauvaises, bah ton cerveau, bah pour se sentir vivant, il va dire attends, il y a un truc qui va pas là. Moi, il me faut une touche de peps ici. Là, vas-y, pète ma fille. Pour le drama, là, je n'ai pas assez d'aspect dramatique dans ma vie. Exactement. Du coup, tu trouves un truc et tout, et tu pètes Ça des... fait penser, tu sais, quand tu mets une musique et la partie qui est censée faire mal ne fait pas assez mal et tu reviens en arrière pour bien Mais suivre la grave, musique. oui, je l'ai pas assez senti là, c'était pas profond. Attends, je le remets. Ouais, bah c'était exactement ça. Donc tu voulais recréer des schémas vraiment toxiques, rien qu'avec toi-même en fait. Et quelque part, je me dis qu'aujourd'hui, si avant j'avais peut-être vu quelqu'un de sain, je sais pas si je l'aurais accepté. Parce que, en gros, ce terrain-là, ça aurait été complètement nouveau pour moi. En mode, c'est ça le danger, en fait. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Quoi? Il est gentil? Quoi? Il m'ouvre la porte de la voiture? Quoi? Quoi? Il cuisine? Attends, il sait cuisiner? Mais je pense qu'il y a même des choses qui t'auraient paru. Enfin, ça va un peu loin, mais je pense que peut-être il y aurait pas eu d'attraction aussi. Oui, peut-être. Parce que ça serait peut-être trop niais, peut-être trop. Ouais. Ce serait trop gentil, quoi. Ouais, je pense qu'il y a ce truc de. Bah, c'est comme la personne trop gentille avec qui la personne ne veut pas se mettre. Alors que c'est absurde, depuis quand être gentil? Attendez. Exactement, ouais. Et elle va chercher le bad boy, tu vas du lycée, parce qu'il est bad boy, quoi. Et parce que le bad boy, quand il fait des efforts, c'est waouh. Ouais. Tu te dis, waouh, il a fait ça pour moi. Waouh, il a cuisiné. Waouh, il m'a ramené ça. Ah, il m'a fait des cadeaux. Et quelque part, là, je me dis, aujourd'hui, ok. Ok, t'as vu tout ça de toxique. T'as coché la case de ce drama-là qui devait venir. Ouais, c'est ça. Et quelque part, peut-être qu'il fallait ce drama-là pour sortir et te dire, tout ça, c'est mauvais, en fait, quelque part. Du coup, un autre truc frappant, c'est quand j'étais chez mes parents, j'ai un de mes oncles qui m'a contacté. Il m'a appelé et du coup, c'était la pluie. C'était un torrent de ouais, comment ça se fait, t'es chez tes parents, c'est pas normal, ta place elle est là-bas, tu devrais vivre avec eux, tu t'es marié, ça fait à peine 6 mois, tu vas pas sortir de chez eux comme ça parce qu'il s'est passé ça. Il m'avait pas laissé l'espace. C'est un oncle paternel maternel. Ok. Un oncle maternel, du coup, t'appelles. Oui. Et du coup, il me dit ouais, ça va pas. En gros, il voulait que je retourne avec lui, quoi. Sans forcément me demander qu'est-ce qui s'est passé. Tu vois? En gros, c'est comme si... pour moi, quand j'avais raccroché avec cet oncle, j'avais eu peur. Je me disais, mais comment ça se fait qu'il parle comme ça? Est-ce que ça veut dire que je dois retourner chez lui? C'est comme si que c'était... En gros, je commençais à monter la pente de « Ok, c'est pas bien d'être avec lui, je vais essayer de faire ma vie sans lui. » Et là, d'un coup, t'as l'appel et tu retombes. Tu te dis, mais est-ce que je fais une erreur, en fait? Est-ce que je devrais pas l'écouter? Est-ce que... Enfin, ce qu'il me dit, c'est vrai, peut-être. Mais en fait, avec du recul, là, aujourd'hui, je me dis, non. Et ce jour-là, je voulais vraiment faire autre chose. Je suis partie voir un autre oncle parce que je voulais voir une autre figure qui me dit, t'as pris la bonne décision. Ou genre, écoute-toi, en fait, ma fille. Tu vois? Donc, je suis justement partie voir cet oncle pendant que, du coup, mon entourage me disait, mais pourquoi t'as besoin de voir des gens? Pourquoi t'as besoin que quelqu'un valide ton truc? Mais je sais pas. Pour moi, ce jour-là, j'étais prise par peur de est-ce que je fais une connerie? Mais j'avais besoin que quelqu'un me dise un truc et me rassure, en fait. Et beaucoup dans cette situation-là, c'était ça. Où j'avais besoin qu'on me rassure, qu'on me dise des choses, bien que je savais que c'était la bonne décision, mais j'avais besoin de cette tape sur le dos de t'inquiète, c'est bien. Maintenant, avance, en fait. Tu vois? T'as fait une connerie, c'est pas grave, ça arrive, mais là, avance. Genre, tu peux plus regarder comme ça derrière. Petit à petit, en fait, c'est ce qui s'est produit, où j'ai pu sortir de ça et bouger, quoi. C'est vraiment a posteriori que tu as l'air de dire que tu as pu caractériser, entre guillemets. Enfin, tu savais que quelque chose n'allait pas, puis bon, l'entourage te soutenait, et c'est à quel moment, entre guillemets, tu as vu qu'il y avait ces trucs d'emprise? Quand est-ce que tu as compris qu'il y avait eu toute une emprise qui a été faite? Quand est-ce que je voyais l'emprise? C'est pas... Ouais. En gros, quand j'ai commencé à voir tout ce qu'il faisait, c'était des manipulations. J'ai écouté un podcast un jour. C'était ma sœur qui m'avait envoyé ce podcast sur la santé mentale, ou je sais plus, sur les relations toxiques, et sur la violence verbale. Parce que moi, tout ce que j'avais subi, c'était... Non, pardon, de la violence psychologique. Okay. Parce que moi, tout ce que j'avais subi, c'était de la violence psy avec lui. Où il jouait avec ma psychologie, il me faisait culpabiliser, c'était tout de suite de ma faute, c'était toujours moi la fautive, c'était moi qui prenais mes aides, c'était moi qui criais, c'était moi qui me mettais dans tous mes états.
Donc, c'était toujours de ma faute. Quelque part, avec du recul, quand tu vois pourquoi tu t'es énervé, en fait, dans cet endroit-là, tu te dis, mais c'était légitime. C'est normal que je me suis énervée, en fait, pour ça, parce qu'il a pas fait ça. Bah oui, enfin, ça arrive à tout le monde. Mais à aucun moment donné, lui, il acceptait ça. Tu vois? Où il disait, bah, j'avoue, j'ai merdé. Genre, j'aurais pu faire autre chose. Il n'avait pas cette capacité de se remettre en question. Et en fait, tous les besoins, enfin, toute la relation tournait autour de ses besoins à lui. Oui, tout tournait autour de lui. Sachant qu'il y avait eu aussi un moment où bah, on n'était que nous deux, où je lui ai dit, bah, en fait, j'ai des idées noires. Ça va pas. Parce que j'ai l'impression que je suis prise en étau entre toi et ta famille et que je peux même pas vivre, en fait, tu vois. Et à ça, il m'avait dit, bah, t'inquiète pas, je vais changer les trucs. Et c'était juste un mot, tu vois. Après ça, il s'était rien passé. En gros, rien n'avait changé. Et quelque part, je me dis, tu vois, c'était l'emprise qu'il avait sur moi. C'est comme s'il me donnait des miettes, en fait. Tu vois? En gros, il me jetait une petite miette et moi, je les picorais. Et je me disais, ouais, c'est bon, c'est quelqu'un de bien. Ou il a vu. Donc, il va changer. Mais en fait, non, pas du tout. Il a vu, il sait, mais il va pas changer. Parce qu'il est comme ça, en fait. C'est son fonctionnement. Mais il te fait croire qu'il va changer. Et c'est ça le truc. Et quand j'ai compris que, tu vois, c'était quand même assez gros ce que j'ai dit par rapport à bah je pense, enfin je veux limite me suicider parce que j'en ai marre en fait, parce que je me sens pas heureuse en fait ici. Et bah non, c'est pas comme si ça l'avait alarmé alors que c'est quelque chose d'assez gros et intense quoi, ce que je lui ai dit. Complètement. Bah là j'ai compris que c'était de la manipulation. Tu vois où tu te dis bah ok. En gros, j'ai même essayé d'être gentille quand je lui parlais de mes craintes. En gros, lui dire ça, c'était le plus haut des trucs que je pouvais dire, le truc le plus violent que je pouvais lui dire, mais d'une manière tout à fait calme et vraiment posée. Alors que si c'était peut-être moi d'avant, j'aurais peut-être pu prendre d'autres manies pour lui crier dessus de ouais je suis pas bien, tu me fais chier, ou je suis pas bien chez toi, j'en ai marre, faut qu'on fasse un truc, ou tu vois si ce mariage était à refaire je le referais même pas, tu me casses les pieds quoi, vraiment, enfin tout autour ça me fait chier. Mais là c'est tellement j'avais plus de vie tu vois en moi, bah je savais plus comment réagir, j'avais même plus cette force d'être énervée en fait quelque part. J'étais épuisée mentalement, enfin de tout. Et du coup, je lui avais dit ça. Et quand je me dis même ça avait rien fait dans cette relation pour pouvoir tourner ça différemment, et bah c'est que c'est pas fait pour ça. Tu vois, j'étais pas fait pour cette personne-là. Enfin, c'est pas quelque chose que tu dis à tout le monde, quoi. Oui, et puis je pense que c'est vraiment l'alerte maximale. C'est ça, tu te mets à nu devant cette personne, et quand tu vois que même ça, c'est pas vu ou c'est pas alerté, bah tu peux pas faire plus que ça en fait. Tu peux pas lui demander plus que ça. Ça s'est fait un petit peu comme ça, quoi. Qu'est-ce que tu aimerais dire potentiellement à une personne qui serait dans la même situation, qui vivrait la même chose et soit qui a un phénomène d'alerte ou soit qui, comme toi, écoute un podcast et se dit waouh, je vis vraiment la même situation. Qu'est-ce que tu aimerais dire à cette personne? Qu'est-ce que je pourrais dire à cette personne? C'est peut-être c'est d'avoir une connaissance sur ce qu'est une relation, sur ses besoins, elle, en fait. C'est savoir qui tu es toi-même, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qu'il te faut pour avancer, en fait, dans la vie. Est-ce que toi, déjà, tu te sens complète, toi, rien que toi, en tant qu'être humain, est-ce que t'es bien aujourd'hui? Et est-ce que la personne en face de toi t'apporte plus que ça? Parce que quand tu vas dans les films, c'est super romantique et romantisé de t'es triste, et puis t'as quelqu'un qui vient et qui te donne un arc-en-ciel. Ouais. Et ensuite ta vie elle repart de zéro, mais t'es trop bien. Mais en fait non, c'est pas ça la vie. La vie c'est déjà t'as un arc-en-ciel, ouais, tu brilles, t'es bien, t'es belle, t'es intelligente, t'es forte, et la personne en face de toi, bah, elle est là juste pour t'accompagner. Juste pour t'accompagner. C'est-à-dire que si cette personne-là elle est pas là demain, tu continues d'avancer. C'est pas parce qu'elle était là que tu pouvais avancer en fait. C'est déjà t'as des pieds, t'as des bras, enfin t'as un cerveau, tu avances quoi. Et cette personne-là devrait juste ajouter un plus à ta vie. Et si elle ajoute pas de plus et que tu sens qu'elle t'ajoute que des moins, c'est que c'est problématique. Et peut-être avoir une connaissance sur bah tout ce qui est violence, parce qu'il n'y a pas seulement que la violence physique. Tu as la violence verbale, tu as la violence psychologique, où les gens peuvent te mettre pas mal de choses dans la tête, parce que moi, jusqu'à avant, je me disais, c'est la plus grosse violence qui devrait mettre un terme à une relation, c'était la violence physique. Et du moment qu'il n'y a pas ça, c'est que c'est normal, c'est que c'est sain, on peut continuer.
Sauf que à partir du moment où je commence à écouter un peu des podcasts avec des gens qui parlaient de leur vie, de leurs expériences sur la violence psycho, et ben je me voyais dedans. Quand on disait, bah, en fait, petit à petit, il a commencé à restreindre mon entourage, mes fréquentations, mes habitudes. Il avait toujours un mot à dire sur ce que je voulais faire. Et bah ça m'avait un petit peu alarmée parce que c'était ce que je vivais en fait. Et je me disais, ah ouais, d'accord. Alors qu'il le mettait en avant comme étant quelque chose de normal. Et comme autour de lui, tout le monde était du même avis, et ben j'avais l'impression que c'était moi qui venais d'une planète différente. Et j'avais l'impression que moi, ce que je pouvais demander, c'était trop. Alors que ce que je demandais, c'était le b.a.-ba du minimum. Enfin, en fait, t'étais pas d'une planète différente. Je pense qu'il faut juste prendre la fusée et s'en aller. Je pense que c'est le mot de la fin. Ouais. Un grand merci à notre invité pour cet échange enrichissant. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Si vous aussi, vous souhaitez discuter d'un sujet qui vous tient à cœur, rejoignez-nous sur le podcast. Les inscriptions sont ouvertes via un Google Form ou par mail contact@talktaboomedia.fr. Vous trouverez les liens sur les plateformes de podcast. Et pour continuer à le soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à Talk Taboo Media sur toutes les plateformes. Vous nous trouverez facilement en tapant Talk Taboo Media sur vos réseaux sociaux préférés. Pensez aussi à vous abonner au podcast sur Apple Podcasts, Deezer et Spotify. Et si vous avez aimé cet épisode, laissez-nous un avis. C'est grâce à vos retours qu'on peut s'améliorer et continuer cette belle aventure ensemble. Merci encore de nous avoir écoutés et rappelez-vous, ici on parle sans tabou pour mieux se comprendre et avancer ensemble. À très vite dans un prochain épisode du podcast de Talk Taboo Media.